De nos jours, certains mots sont utilisés dans des acceptions biaisées, voire trompeuses. De la même manière, ce sont parfois des concepts politiques et idéologiques tout entiers dont on manipule les noms soit de façon incomplète, soit de manière à tromper l'auditoire. Dans cette vidéo, nous allons tenter de remettre en ordre ce que des malicieux, et à leur suite des ignorants, ont mis en désordre. Premier point, le totalitarisme. Pensez réellement savoir ce qu'est le totalitarisme. Pourtant, beaucoup font l'erreur d'envisager le totalitarisme sous la principale forme historique que nous lui connaissons, en l'occurrence celle d'une autorité ultra-étatique et ultra-militarisée, avec des dignitaires en uniforme et en rang. L'erreur est de penser que la forme qu'a pu avoir le totalitarisme par le passé est la seule forme possible. On commet cette erreur lorsqu'au lieu de juger un régime moderne pour savoir s'il est totalitaire en fonction de ce qu'il fait, on cherche dans ce régime des points communs flagrants avec des régimes historiques dont on sait qu'ils étaient totalitaires, et décidons en fonction de cette ressemblance presque physique si le régime que nous observons est totalitaire ou non. On ne commet plus cette erreur lorsqu'on sait définir en amont la notion de totalitarisme. Le totalitarisme n'est pas une forme étatique en soi, c'est une volonté, à savoir la volonté de créer un monde total, c'est-à-dire totalement à sa convenance. Si par le passé, pour organiser un monde totalement à sa convenance, il a fallu le recours à la force armée, à la répression policière féroce, au camp, au goulag, aux exécutions, à la censure, c'est aussi et surtout parce que ces pratiques étaient plus dans l'air du temps qu'aujourd'hui. Pour contrôler les masses, les encadrer et les intimider, faute de mieux, on utilisait ces méthodes. Elles appartenaient à des époques qui n'avaient pas encore complètement rompu avec ces usages hérités des siècles passés. C'est aujourd'hui chose faite, plus ou moins. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois ces méthodes dépassées, les intentions totalitaires aient disparu avec elles. Seulement que pour asseoir son monde total, nous utiliserons maintenant des moyens différents, davantage dans l'ère du temps. Posons la question autrement. Nous savons que les régimes politiques de nos sociétés modernes condamnent officiellement le totalitarisme pour promouvoir à sa place la forme démocratique de l'exercice de l'État. Nous savons que les populations de ces pays croient également à la supériorité du modèle démocratique, dont elles sont certaines qu'il faut la privilégier à quelque autre forme politique que ce soit. Dans ces conditions, si des hommes politiques au pouvoir voulaient épurer la société pour la faire mieux convenir à leur vision du monde, pensez-vous qu'ils le feraient de façon brutale et visible, ou qu'ils joueraient de malice, par exemple en utilisant des méthodes différentes de celles utilisées par le passé? Normalement, poser cette question, c'est déjà y répondre. Un grand classique du totalitarisme, c'est bien sûr la censure. Rappelons ce qu'est la censure. C'est l'action par le pouvoir d'empêcher la production, la diffusion et même l'élaboration d'une pensée ou d'idées contraires à la doxa officielle. Cette action de censure succède à une volonté de censure. De nos jours, notre système ne pratique presque jamais la censure, trop flagrant, trop voyant. À sa place, nous avons élaboré un système de pression sociale totale qui provoque l'autocensure. De cette manière, au lieu de censurer brutalement des opposants au risque d'attirer l'attention de défenseurs de la liberté, on tue dans l'œuf toute possibilité que soit produit et diffusé un discours réfractaire au système en place. La censure peut intervenir néanmoins, précisément dans les cas où un irréductible ne se serait pas laissé intimider par cette pression sociale totale. Contre les menaces, il diffuse tout de même son discours, il rompt ses chaînes, brise un interdit, c'est là que la censure à proprement parler entre en jeu. Pourquoi préférer l'autocensure à la censure? Pour deux raisons principales. Celle que nous venons d'évoquer à l'instant et qui tient à la volonté de rester discret dans ses intentions totalitaires, et une autre, plus technique. À l'heure de la communication en grande pompe, Internet et sa toile inarrêtable, un discours aussitôt diffusé est dupliqué à l'envi, enregistré sur support numérique et rediffusé aussitôt en cas de censure de la version originelle. Il existe des sites qui diffusent un contenu, puis d'autres sites qui communiquent sur les premiers sites, et ainsi de suite. En quelques minutes à peine, un contenu peut se trouver aux quatre coins du monde, et dans ces conditions de viralité extrême, parvenir à le censurer, le supprimer totalement, relève du parcours du combattant et en réalité de quelque chose d'impossible. D'où l'intérêt pour les apprentis dictateurs d'agir directement à la source du discours, c'est-à-dire à celui ou celle qui le pense, le formule et entend le diffuser. En exerçant sur lui une pression sociale, avec tout ce que cela induit comme intimidation judiciaire, comme mise au banc de la société ou de sa profession, nous l'incitons à ne jamais sortir du rang. Quand bien même il développerait à titre personnel des idées contraires à la doxa, un avis ou des propositions politiques différentes, la perspective d'échouer devant les tribunaux, de devoir se justifier ad vitam aeternam et d'être considéré au mieux comme un farfelu, le dissuade de communiquer sur eux. Le terrorisme intellectuel est l'agent de fabrication de l'autocensure. Autour de plusieurs sujets jugés intouchables et tabous, nous avons instauré un règne de la terreur émotionnelle. Les aborder revient à se mettre en péril social
professionnelle et judiciaire. Certains de ces sujets sont chargés d'un tel bagage explosif qu'il devient impossible d'en citer simplement le nom sans attirer à soi les foudres des gardiens du temple. Le terrorisme intellectuel a gagné lorsqu'au lieu de se positionner sur la nature d'un sujet et sur sa réalité factuelle, les gens ne se positionnent plus qu'en fonction des risques, notamment judiciaires, qu'ils encourent ou non en fonction de leur opinion. Pourquoi faire ces précisions? Car pour s'en tenir à une vigilance démocratique réellement efficace, il faut savoir repérer le danger, y compris lorsqu'il prend des formes différentes. Si pour crier à la menace fasciste ou totalitaire, vous attendez de voir les membres du gouvernement revêtir l'uniforme militaire et réhabiliter le peloton d'exécution, non seulement vous allez attendre longtemps, et qui plus est, pendant que votre attention se porte sur un point A, d'autres peuvent avancer masqués depuis un point B. Il existe une règle mécanique. Pour pouvoir imposer sa vision du monde par l'outil politique, il faut détenir les leviers du pouvoir. Un individu ou un groupe qui n'a pas accès à la possibilité de commander des lois, des décrets, de commander la force policière ou militaire, qui n'a aucune influence sur les médias et ne peut par conséquent provoquer aucune campagne d'opinion, celui-là peut bien avoir toutes les intentions totalitaires du monde, elles sont sans effet en l'état. C'est ce qui pose la question de l'intentionnalité et celle de la praticabilité. Vouloir ne suffit pas, il faut pouvoir. Et les seuls qui peuvent sont ceux qui ont accès au pouvoir et qui le pratiquent. Méfiez-vous donc toujours des détenteurs du pouvoir qui vous disent que ce sont leurs opposants qui représentent la menace fasciste. Traiter de fasciste quelqu'un qui n'a accès à aucun des leviers du pouvoir capable de poser les conditions de contrôle de l'autocensure, et si besoin de procéder à la censure et au contrôle des masses, relève de l'agitation stérile et ressemble fortement à de la diversion. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous le savons, la communication est un élément fondamentalement constitutif de nos sociétés modernes. Le souvenir, pourtant de plus en plus lointain de la guerre, a créé les conditions d'un discours ouvertement pacifiste et débordant d'intentions nobles et de sentiments généreux. Amour, tolérance, démocratie, droits de l'homme, solidarité, liberté, égalité, fraternité, constituent aujourd'hui une sorte de pièce maîtresse de notre vision du monde. Ces mots sont tellement forts qu'il suffit désormais de les prononcer pour que les foules soient rassurées. Quoi que nous pourrions cacher derrière ces mots, ce n'est de toute façon plus leur contenu qui rassure les masses, mais la récitation de leur nom seulement qui les attendrit. Ainsi, quiconque a compris le pouvoir stupéfiant du choix des mots sur la direction de l'esprit, sait qu'il a trouvé là de quoi masquer efficacement toute éventuelle intention ou action totalitaire. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui utilisent ces mots magiques ont des intentions totalitaires. Ça veut dire que tous ceux qui auraient des intentions totalitaires les utiliseraient immanquablement. Quelle conclusion? S'il ne fallait retenir qu'une conclusion, la plus pertinente serait celle-ci. N'attendez pas, pour soupçonner quelqu'un d'intention totalitaire, qu'il prenne ouvertement les habits des dictateurs d'hier. Convainquez-vous absolument que les époques sont différentes, que les temps ont changé et avec eux les moyens, les méthodes et les influences. Que la volonté de forger un monde à sa convenance, en violation du droit des autres à avoir d'autres visions, persiste, mais se manifeste autrement. Avant de craindre que les dictateurs ne prennent la place des démocrates, demandez-vous si cette opération n'a pas déjà eu lieu ou n'est pas déjà en train d'avoir lieu sous vos yeux, sans que vous n'y voyiez rien.